une publicité banale, une actrice en jean, un slogan accrocheur, une esthétique léchée. Pourtant, en l'espace de quelques heures, elle s'est transformée en scandale national. Sydney Sweeney, blonde aux yeux clairs, icône montante de la pop culture américaine, posant pour une campagne de pub de la marque American Eagle sous la mention As Great Gin. Jeu de mots sur le mot gin, bien sûr, mais dans l'Amérique progressiste de 2025, plus rien ne passe inaperçu. Car dans ces gènes, certains ont entendu autre chose. Une exaltation des bons gènes, une ode à la beauté blanche, une résurgence subliminale à l'idéologie aryenne. Aussitôt, la presse militante s'est déchaînée. Accusations de racisme, d'eugénisme, d'esthétique suprémaciste. Sydney Sweeney serait, malgré elle, le visage d'une Amérique qui privilégie encore la blancheur comme norme de beauté. Peu importe qu'elle ne soit ni idéologue ni militante. Peu importe que le slogan soit un simple jeu de mots marketing. La mécanique de l'indignation était lancée. Mais ce scandale dit bien plus que ce qu'il prétend dénoncer. Il dévoile en creux l'inconscient d'un progressisme devenu paranoïaque, obsédé par la race, incapable de concevoir qu'un corps puisse simplement être beau sans être racialement codé. Il révèle aussi, et surtout, une contradiction tragique. Ceux qui s'indignent d'un slogan esthétique soi-disant eugéniste ferment les yeux sur l'eugénisme réel qui gangrène nos sociétés. Celui qui, en Islande ou au Danemark, élimine systématiquement les enfants porteurs de trisomie 21 au nom du bien-être, de la santé, du progrès. Ce podcast est une plongée dans ce paradoxe. Pourquoi la gauche voit-elle dans un visage harmonieux une menace pour l'égalité? Pourquoi le mot gêne choque-t-il tant quand il désigne une actrice, mais plus du tout quand il justifie la mise à mort de vies jugées imparfaites? Qu'est-ce que cette société qui diabolise l'apparence, mais sacralise la sélection? Et si le vrai scandale n'était pas la publicité, mais notre monde lui-même? Un simple regard caméra, un jean taille haute, un sourire lumineux et un slogan. Il n'en fallait pas plus pour déclencher une tempête. L'actrice américaine Sydney Sweeney, visage connu de la série Euphoria, s'est retrouvée au cœur d'un procès idéologique pour avoir incarné, dans une campagne de la marque American Eagle, ce que les commentateurs progressistes ont perçu comme un crime de lèse-diversité. Son tort, être blonde, blanche, élancée, aux yeux clairs. Son crime, être belle, selon des canons encore dominants. Et surtout, suggérer, même involontairement, que ces traits physiques puissent être transmis, hérités, portés par des bons gènes. 3 mots qui, dans l'imaginaire pavlovien des nouveaux censeurs, suffisent à réveiller les fantômes du Troisième Reich. Car ce que cette affaire révèle, ce n'est pas l'indécence d'une publicité de vêtements. C'est l'hystérie d'une époque où l'esthétique devient politique, où chaque corps est scruté à travers le prisme de la race, du genre, de l'histoire. Sydney Sweeney n'est pas une actrice qui pose, elle devient un symbole à abattre, un rappel trop éclatant d'un passé honni, d'une norme à déconstruire. Or, que reproche-t-on exactement à cette publicité? De ne pas représenter toutes les diversités? D'oser affirmer qu'il existe des caractéristiques transmissibles, enviables, désirables? De rappeler même à demi-mot que l'héritage génétique, aussi bien pour la santé, les capacités physiques ou l'apparence, fait partie de la réalité humaine? Ce que cette controverse met au jour, c'est la gêne fondamentale, presque maladive, que le progressisme contemporain entretient avec le réel. Dès qu'on parle de corps, de transmission, de beauté, il brandit ses réflexes pavloviens, soupçon d'arianisme, procès en eugénisme, rappel historique des pires heures, et ce, même lorsqu'il s'agit d'une publicité de jeans. Mais ce déchaînement révèle surtout une chose. Sydney Sweeney, en apparaissant simplement telle qu'elle est, met en échec l'idéologie dominante. Parce qu'elle incarne, malgré elle, une beauté qu'on n'a pas choisie, qu'on n'a pas votée, mais qui existe. Et qui, justement, pour cela dérange. La controverse autour de Sydney Sweeney n'est pas qu'une simple réaction à la campagne publicitaire. Elle révèle un mécanisme idéologique profond. La suspicion systématique portée à la beauté blanche. Dans le discours progressiste contemporain, il existe une sorte de tabou implicite. Un corps blanc, particulièrement lorsqu'il est conforme au canon classique, blondeur, yeux clairs, très fin, devient aussitôt suspect. Parce que ce corps renvoie à une histoire lourde, à une mémoire collective marquée par l'idéologie aryenne et ses dérives génocidaires.
Ce poids historique transforme ce qui devrait être un simple fait biologique en un symbole politique chargé. Ainsi, la célébration d'une beauté blanche naturelle est perçue comme un retour déguisé à des thèses racistes. Mais cette posture est profondément paradoxale. Le progressisme proclame haut et fort qu'il défend toutes les beautés, toutes les diversités, toutes les identités. Pourtant, il lui est difficile d'accepter que le corps blanc, dans son apparence la plus classique, puisse être simplement désiré, admiré ou mis en valeur, sans arrière-pensée idéologique. Pire, si la campagne avait mis en avant une actrice afro-descendante, ce même slogan, Great Jeans, aurait très probablement été salué comme un message d'empouvoirment, un hommage à la beauté noire longtemps marginalisée. Là encore, ce n'est pas l'idée de génétique qui pose problème, mais la couleur et la norme esthétique qu'elle véhicule. Cette asymétrie souligne une vérité peu dite. Le progressisme ne combat pas la hiérarchie esthétique, il la maintient, mais l'inverse selon des critères identitaires. Le corps blanc désirable devient le nouveau suspect, tandis que d'autres corps se voient célébrés, parfois avec une essentialisation biologique tout aussi problématique. Ainsi, l'affaire Sydney Sweeney est bien plus qu'un débat sur un slogan. Elle expose la dictature du politiquement correct, où la beauté est devenue une arme à double tranchant, louée ou diabolisée selon celui qui la porte. Dans nos sociétés modernes, la beauté n'est jamais un simple hasard. Elle est un privilège, parfois invisible, toujours présent. Ce beauty privilege agit comme un capital social, une monnaie d'échange qui ouvre des portes, influence les regards et détermine des opportunités. Pourtant, dans le discours progressiste dominant, reconnaître ce privilège est devenu tabou. Il faut dire que l'idéologie égalitariste prône l'idée que tous les corps sont égaux, que chaque forme, chaque couleur, chaque trait mérite la même célébration. Une belle utopie. Mais une utopie, car dans la réalité, certaines formes et certains visages attirent plus l'attention, suscitent plus le désir et exercent un pouvoir esthétique indéniable. Ce déni de la hiérarchie naturelle des corps produit un effet pervers. Ceux qui bénéficient de ce privilège esthétique sont rapidement accusés de perpétuer des inégalités, de maintenir des standards exclusifs ou réactionnaires. Il faut alors masquer ce privilège derrière un discours inclusif de façade. Un grand « tous les corps sont beaux », qui gomme les différences, refuse la reconnaissance des inégalités esthétiques et finit par les nier. Ce mécanisme alimente un climat de suspicion. La beauté devient suspecte dès lors qu'elle est trop manifeste, trop normative. Ceux qui incarnent ces critères dominants, comme Sydney Sweeney, deviennent des cibles faciles, accusés d'essentialisme ou d'exclusion. Mais le problème va au-delà des jugements superficiels. Sa dictature de l'égalitarisme esthétique ne fait qu'entretenir une hypocrisie collective. Car dans les faits, le marché, les médias, les réseaux sociaux, et même les algorithmes favorisent sans cesse une certaine image, un certain canon. Loin d'être égalitaire, ils sélectionnent, trient, et valorisent une beauté standardisée qui correspond à des critères précis. Ainsi, cette tension entre l'idéologie égalitariste et la réalité sociale crée une fracture. Celle entre ce que l'on dit être et ce qu'on fait, entre un discours universaliste et des pratiques qui perpétuent, souvent inconsciemment, des hiérarchies esthétiques bien réelles. Dans cette polémique autour de Sydney Sweeney, le mot eugénisme est jeté à la volée, brandi comme une arme pour dénoncer une publicité, accusée de glorifier des bons gènes. Ce réflexe de condamnation immédiate traduit une peur ancienne, une blessure historique légitime, mais aussi un aveuglement volontaire. Car l'eugénisme véritable ne se manifeste plus sous la forme grossière des politiques raciales d'antan. Il s'est métamorphosé. Il s'exerce aujourd'hui dans les laboratoires, dans les hôpitaux, au nom du progrès médical, de la prévention, de la santé publique. Il s'exerce dans les choix faits au moment de la conception, ou avant la naissance. Et c'est là que le paradoxe devient insupportable. Ceux qui hurlent à l'eugénisme quand un slogan évoque des bons gènes, ferment les yeux ou même soutiennent l'élimination programmée des enfants porteurs d'handicap, notamment ceux atteints de trisomie 21. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. En Islande, au Danemark et dans plusieurs pays dits modernes, le dépistage prénatal conduit systématiquement, dans plus de 95% des cas, à l'interruption volontaire de grossesse lorsque la trisomie est détectée. Cette pratique légale est présentée comme un progrès médical et social, est en réalité une forme d'eugénisme, douce, invisible, insidieuse. Elle sélectionne la vie selon des critères médicaux et sociaux,
éliminant ce qui est jugé indésirable, coûteux, inadapté. Ce véritable eugénisme, silencieux et hygiéniste, est le véritable scandale moral de notre temps. Mais il reste largement hors débat, hors dénonciation, car il est enveloppé dans le discours du choix, de la liberté et de la compassion. Dans ce contexte, dénoncer la publicité d'American Eagle comme eugéniste révèle surtout une hypocrisie idéologique. C'est détourner l'attention du problème réel pour mieux maintenir un système qui trie et élimine des vies humaines sous couvert de progrès. L'exemple de l'Islande est sans appel. Dans ce petit pays de 350 000 habitants, le dépistage prénatal de la trisomie 21 est devenu une norme quasi systématique. Officiellement, il est proposé, mais dans les faits, il est presque incontournable. Et lorsque la maladie est détectée, près de 97% des grossesses sont interrompues. Le résultat ? Presque plus aucun enfant trisomique ne naît en Islande. 2 naissances par an, pour un pays tout entier. Une disparition silencieuse, cachée derrière le vernis du progrès médical et de la liberté de choix. Le gouvernement s'en félicite, présentant ce taux comme un triomphe de la prévention et de la science. Mais derrière ces chiffres, c'est une vérité terrible qui s'impose. Une société qui élimine presque systématiquement certains enfants. Simplement parce qu'ils ne correspondent pas à des critères médicaux ou sociaux. Une société qui pratique, de fait, un tri des vies, une sélection silencieuse. Le Danemark suit la même voie, avec un taux d'interruption dépassant les 90% des grossesses détectées trisomiques. Ces 2 pays sont les vitrines modernes de ce que l'on peut appeler un eugénisme soft. Un eugénisme par le choix individuel, mais encouragé collectivement. Cette réalité questionne profondément notre rapport à la vie, à la différence et à la dignité humaine. Elle révèle la fragilité des discours progressistes, qui prétendent défendre la liberté tout en validant des pratiques de sélection qui réduisent l'humain à des critères de conformité. Ce grand tri silencieux est sans doute le vrai scandale de notre époque. Un scandale qu'il est urgent de nommer, de comprendre et de combattre. Au cœur du débat, une question fondamentale se pose. Quand commence la vie humaine ? Quand l'embryon ou le fœtus acquiert-il cette dignité inviolable, qui interdit toute sélection ou élimination ? Pour la majorité des défenseurs du droit à l'avortement, la vie ne commence pas à la conception. L'embryon est vu comme un potentiel de vie, un amas de cellules sans conscience, sans personne. Cette distinction juridique et philosophique ouvre la porte à la sélection. On peut interrompre ce qui n'est pas encore une vie pleinement humaine. Mais cette ligne de démarcation est arbitraire, car derrière cet embryon, il y a déjà ce qui deviendra un enfant, un être humain à part entière, avec ses qualités, ses fragilités, sa beauté unique. Refuser de reconnaître cette dignité, c'est autoriser la hiérarchisation des vies, selon des critères subjectifs, la santé, l'apparence, les capacités, la conformité aux normes sociales. Ce choix, sous couvert de progrès et de liberté, révèle une peur profonde, celle de la différence, celle de l'imperfection, celle de l'inconnu. Nous vivons dans une société qui valorise l'efficience, la performance, la réussite. Celle-ci rejette l'irrégularité, la fragilité, le défaut. Et cette logique de rejet finit par s'imposer au plus intime, au sein même du ventre maternel. Le progrès devient ainsi un prétexte à éliminer ce qui dérange, ce qui n'est pas conforme, ce qui fait peur. La vraie liberté ne serait-elle pas alors de réapprendre à accueillir la vie dans toute sa diversité, à aimer ce qui est imparfait, à résister à cette tentation du tri? Ce podcast n'est ni un procès contre les femmes, ni un jugement moral facile sur les situations complexes qui entourent l'avortement. C'est un appel à la lucidité, à la cohérence, à la vérité. On ne peut pas, d'un côté, condamner l'eugénisme comme un crime abject, un rejet inhumain, un rappel de l'horreur nazie, et de l'autre, fermer les yeux sur une sélection massive, organisée, systématique de vies humaines fragiles, avant même leur naissance. Nous vivons une époque où le progrès médical est confondu avec la standardisation, où la liberté individuelle masque un tri silencieux des êtres. Il est urgent de nommer les choses pour ce qu'elles sont. Une société qui commence à trier ses enfants selon des critères médicaux ou sociaux, aussi nobles soient-ils, creuse la tombe d'un humanisme véritable.
Derrière la polémique autour d'une publicité et de ses bons gènes, se cache une vérité plus profonde et plus inquiétante. Notre capacité collective à accepter la disparition programmée des vies dites indésirables. Il est temps de repenser notre rapport à la vie, à la beauté, à la différence. Car si nous ne défendons pas toute vie, y compris celle qui dérange, nous ne défendrons plus rien du tout. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât.